Pas mal, non? C'est français. Aujourd'hui, petite vidéo sur la guerre de 100 ans. On fait ça bien, on fait ça vite fait. On a plusieurs causes à la guerre de 100 ans. Enfin, on va en distinguer à peu près 4. D'abord, une crise un peu démographique. C'est-à-dire qu'il y a une surpopulation latente à ce moment-là, au XIVe siècle, par rapport à ce que la Terre est capable en fait de produire. On a beaucoup défriché les forêts, et pour autant ça suffit pas du tout. En parallèle, on a un refroidissement climatique vraiment sur plusieurs dizaines d'années qui touche ce siècle-là, ce qui va entraîner un ralentissement de l'économie et donc de la démographie. Donc ça touche principalement les paysans, etc. Mais ça a un impact sur l'État et la noblesse, parce que les gens ont globalement d'argent, enfin l'économie se rétracte un petit peu. Donc il y a pas mal de mutations monétaires, c'est un peu un terme technique qui fait en gros que l'État va dévaluer la monnaie. Aussi, c'est la noblesse qui est touchée, parce que donc elle a moins de revenus, tout comme l'État, et elle, pour se refaire de l'argent, elle est prête à guerroyer, parce que pendant les guerres, tu fais des prisonniers, et le prisonnier, il donne une rançon, et donc t'es riche. C'est super plan de carrière. Malgré le fait qu'il y ait donc du commerce entre la France et l'Angleterre, ce qui pourrait amener une paix, enfin dans l'idée libérale ou d'Adam Smith, malheureusement, ça rentre un peu en collision, ces deux sphères d'influence, donc française et anglaise, particulièrement donc en Bretagne, dans les Flandres et en Guyenne. Guyenne, un peu l'Aquitaine quoi. Et justement la Guyenne c'est assez important, c'est presque une des explications majeures de la guerre de 100 ans. La Guyenne c'est un territoire en France continentale, mais qui appartient au roi d'Angleterre. Et pour autant, le roi d'Angleterre est vassal du roi de France, c'est-à-dire qu'il doit venir lui faire un serment de féodalité, etc. Ce qui pour deux rois est un peu... normalement ils sont à égalité quoi. Ça le fait un peu chier. Et donc en fait le roi de France il peut avoir plein de droits en Guyenne alors que c'est une terre vraiment anglaise. C'est un peu bizarre et ça va mener à un premier conflit, un peu des escarmouches quoi, qui vont entraîner juste après la guerre de 100 ans. Pour l'explication dynastique c'est vraiment un giga bordel, c'est Game of Thrones. On va résumer ça par des rois français qui meurent, sans héritier mâle, relou. Seule héritière c'est une princesse, et à ce moment-là il peut y avoir vraiment une préférence pour le roi d'Angleterre parce qu'il est vraiment bien placé, puisqu'il y avait une alliance matrimoniale avec les Plantagenets, famille anglo-normande un peu, qui était mariée donc à la sœur de Louis X le Hutin. Enfin c'est compliqué. Finalement c'est Philippe VI qui monte sur le trône de France, et à ce moment-là donc il y a tout ce que j'ai expliqué avant, les autres pistes parce que la neige elle est trop molle pour moi d'explication, et il va aussi renouveler la vieille alliance avec l'Écosse, donc contre complètement le roi d'Angleterre. Et à ce moment-là, il y a une petite escarmouche en Guyenne, c'est vraiment la cerise sur le pudding, et donc ça va se bastonner fort contre Édouard III qui déclenche la guerre. La guerre commence. On a deux grandes phases qui se répètent à peu près dans leur schéma, c'est crise, effondrement et rétablissement, du point de vue de la monarchie française. Donc première phase, c'est l'effondrement avec la bataille de Crécy en 1348. Les Anglais débarquent en Normandie, 600 ans avant un autre débarquement, et donc avec Édouard III, ils vont à Crécy pour aller un peu se fight. On estime à 8000 Anglais contre 16 000 Français, et les Français, c'est des gigas chevaliers, l'image d'Épinal du chevalier, grosse armure, gros cheval, mais les Anglais ils ont un avantage considérable, tactiquement en fait. C'est les longbows, des grands arcs qui tirent super loin, que les Français n'ont pas, et qui peuvent tirer 12 coups à la minute, quand t'es bien entraîné quoi. Et en fait, ils ont été un peu malins, ils se sont mis sur une petite butte, ils ont mis des petits piquets. Les Français, vu que c'est des gros bourrus, ils vont foncer dans le tas, littéralement, et se faire exploser par les petits Anglais, qui vont leur envoyer leurs petites flèches, enfin d'abord sur les arbalétriers français, qui sont un peu mous du genou, et après sur la cavalerie, c'est chirurgical, c'est une boucherie. Après ça, la stratégie du roi d'Angleterre, c'est vraiment de tout détruire, c'est faire des chevauchées, la pratique de la terre déserte, comme quoi c'est mieux de tout piller que de ne rien avoir, ne rien contrôler. Alors tout ça, ça va un peu à l'encontre des règles chevaleresques, on peut dire que c'est pas très bien, et là justement il y a une crise pour les Français, parce qu'on se fait vraiment exploser, il y a un traité et on perd un tiers de la France, c'est horrible. Finalement, puisque c'est un conflit très long, on a notre premier roi français, Philippe VI, qui va mourir, et c'est Jean de Lebon qui lui succède. Mais le pauvre, il se fait capturer dans une bataille, et il va avoir une rançon de 3 millions de livres tournois, ce qui est absolument phénoménal. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, l'Armina? C'est à peu près le budget du royaume, enfin de l'état royal. Après ça, donc on a Charles le Sage qui va réussir à reprendre du terrain au fur et à mesure avec Bertrand du Guesclin, tout ça. Face à la tactique un peu brute des Anglais, le sentiment national va être exacerbé par Charles, et il va réussir à conquérir petit à petit. L'oiseau refait son nid. En parallèle, puisque c'est vraiment une super période, tout est beau, la peste noire frappe l'Europe. Ah y'a une bête! Y'a une bête! Attends-moi, y'a une bête! Elle arrive par bateau, comme ça va tuer à peu près 50% de la population française. C'est absolument monstrueux, c'est un désastre, et ça fait tellement plus de morts que la guerre. En fait, on se rend pas bien compte de l'importance de la peste. La maladie est un peu incompréhensible, puisque la médecine n'est pas encore très rationnelle et encore assez liée à la religion. Les proto-médecins, vraiment, vont dire que voilà, ça peut être le diable, les étoiles, on sait pas trop, les tziganes même, les mendiants et les juifs. Et ils sont déjà accusés, les pauvres, ça commence déjà les problèmes. Le 14 février, bonne Saint-Valentin, 1349, 900 juifs sont brûlés à Strasbourg. L'histoire se répète.
Finalement, on a une deuxième crise, un deuxième effondrement pour la France, après un proto-rétablissement, c'est l'arrivée au pouvoir de Charles VI, qui va vraiment tout compliquer. Parce que le mec est un peu loca, même complètement loca, et donc il va finir par perdre son pouvoir. Il y a un moment, il arrive en Bretagne, il y a un pauvre pécore qui lui dit « Oui, les gens qui sont avec toi, ils veulent te tuer ». Le mec, il y croit. Du coup, il fume tous ses écuyers. On a donc une perte d'autorité monarchique, ce qui entraîne une petite guerre civile en fait entre les Bourguignons et les Armagnacs. Armagnacs qui soutiennent Philippe VI et Bourguignons qui s'allient avec les Anglais. Ces pauvres Anglois qui reviennent conquérir la France avec Henri V qui va venir donc bastonner. Donc là on a un deuxième grand fait, un peu un haut fait historique, c'est la bataille d'Azincourt en 1415. C'est 60% de la noblesse française qui est juste tuée. Les Anglais font encore une fois pas de quartier, ils vont tuer tout le monde et c'est la même tactique, hein, rien n'a changé. Ils sont sur une butte, les chevaliers français ils veulent charger mais c'est un tout petit terrain tout réduit, en plus il y a plein de boue, ça avance à rien et ils se font dézinguer comme à Crécy. On arrive à un point où c'est critique parce que Charles VI, roi quand même, hein, il est déshérité du royaume par un traité. Alors là, la France perd quasiment la moitié de son domaine en fait. Charles VI est toujours aussi fou, il a failli se faire brûler dans un petit bal masqué. Et il va signer un traité comme quoi donc la France perd la moitié de son territoire, tout ça. C'est actif à sa mort. À sa mort, en 1422, la noblesse française commence à faire n'importe quoi. Il y a un héritier, Charles VII, et malheureusement il n'est pas très soutenu, tout ça. C'est un peu la galère. Donc la noblesse française a fini de s'entretuer, c'est un peu les Bourguignons qui ont gagné contre les Armagnacs. Le pauvre Charles VII est à Bourges, et là c'est le miracle qui vient. Jeanne d'Arc. Puis c'est le fameux épisode de Jeanne d'Arc. Charles VII est au pouvoir, enfin au semi-pouvoir, parce qu'il n'est même pas sacré roi. Donc le pauvre, son capital symbolique est un peu érodé, et voilà, c'est plutôt Henri V, mais à ce moment-là, Henri V est vraiment roi de France et d'Angleterre. C'est très grave. Et donc, Jeanne d'Arc arrive. Jeanne, au secours! Elle a 13 ans, elle entend ses petites révélations, un Domrémy, tout ça, Saint-Michel qui descend, la totale, et qui lui dit d'aller libérer la France, de bouter l'Anglois hors de France. Elle va à Chinon, et va dire à Charles VII, oui, file-moi ton armée, je te libère ça, vite fait, bien fait. Donc Charles VII, il est un peu suspicieux parce qu'une femme sous les drapeaux, surtout qu'elle a 16 ans, c'est un peu gros quoi. Et il va mener une enquête avec les ecclésiastiques pour vérifier qu'elle est bien pure, qu'elle a bien entendu des voix. Compliqué à vérifier quand même. En parlant de femmes, j'aimerais accueillir une nouvelle femme de Bruno. Donc les femmes. À la cuisine! Puisque les hommes, les seigneurs, très peu de paysans partaient à la guerre, vont avoir un nouveau rôle. Un rôle plus important donc, et tout autant que la petite noblesse qui va permettre de régénérer. Je veux faire l'amour! L'ancienne noblesse qui est morte. À Azincourt et à Poitiers. C'est quand même pas le début d'un mouvement féministe, faut vraiment se détendre. Pute, merci. Mais donc on a quelques femmes, notamment Christine de Pisan, fameuse littératrice en fait, qui est la première femme à avoir vécu de sa plume. Elle est italienne et française, et elle nous dit notamment « Les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, il faut les laisser étudier ». En 1428, les Anglais ont la moitié nord du royaume, et les Français la moitié sud. Il faut donc traverser la Loire pour réussir à reconquérir, et notamment aller faire sacrer le roi à Reims. Pour ce faire, il faut contrôler Orléans, pont important qui permet de traverser cette fameuse Loire. Les troupes anglaises sont menées par le comte de Salisbury. Respect du Haut-Anglais. Et vont faire le siège d'Orléans pendant à peu près 7 mois. Printemps de l'an 1429, la ville est vraiment au bord de la capitulation, il n'y a plus de vivres, tout ça c'est la grosse ES. Et à ce moment-là, Jeanne d'Arc arrive à la tête des troupes de Charles VII. Effectivement, elle a réussi à avoir l'approbation en fait, de Charles VII. L'enquête est terminée, elle est bien vierge, tout ça c'est bon, c'est la pucelle. Elle peut aller guerroyer comme un homme finalement. Mais qu'on se batte! Et donc là, c'est un peu la figure héroïque et charismatique que l'on connaît. À la tête de ces hommes, elle va se faire blesser au siège d'Orléans, elle porte le drapeau, elle ne tue pas. Et là, c'est magnifique, elle libère la ville, telle un messie, vraiment en libératrice, en sauveuse quoi. Puis Jeanne d'Arc continue sa masterclass, elle va faire une chevauchée donc, c'est-à-dire en fait aller très loin dans le territoire ennemi avec des cavaliers, mais sur un front très réduit de quelques kilomètres. C'est notamment la bataille de Patay qu'elle va remporter, donc c'est un rapport de force absolument exceptionnel, elle fume les Anglais, et elle arrive jusqu'à Reims où elle fait sacrer le roi. Sacre très important, ça donne une légitimité assez exceptionnelle de se faire sacrer à Reims, puis ça se rattache à une légende, ça se rattache à des objets mythiques, au toucher des écrouelles, etc. Marc Bloch, mais elle se fait lâcher par le roi au fur et à mesure, parce qu'en fait les ecclésiastiques sont quand même un peu réticents à cette figure-là. Elle dit quand même qu'elle entend des voix, alors que c'est une laïque dans le sens où elle n'est pas dans le clergé. C'est un peu étrange, et finalement elle se fait lâcher au fur et à mesure, et même capturée donc là par les Anglais. Sinon il y a les Anglais, bon ils sont moches mais bon ils travaillent. Et c'est la fameuse histoire, puis elle est condamnée, jugée et brûlée. Et en fait tout ça, ça arrange bien Charles VII, parce qu'il n'a pas à s'en occuper, et toute la responsabilité elle va aux Anglais. Et ça permet en fait même de fédérer les Français sous la figure de martyr de Jeanne d'Arc pour fumer l'Anglais.
Après ça, on a une évolution positive pour les Français, puisqu'en 1435, Charles VII signe un traité de paix avec les Bourguignons et tout leur territoire revient dans le royaume de France. En pratique, les Anglais ne gardent que Calais, qu'ils en ont moins qu'au départ, ils ont même plus la Guyenne, c'est compliqué pour eux. En parlant de Calais, il y a le fameux épisode des 6 bourgeois de Calais, comme quoi ils se seraient un peu genre dévoués pour sauver leur ville et les habitants, ce qui est complètement faux. En fait, c'est un rituel assez classique d'aller un peu s'humilier, faire une exécution symbolique en sortant en chemise, un petit peu nu, donner les clés de la ville. Et puis c'est des bourgeois en fait, c'est vraiment les personnages les plus importants de Calais. Donc c'est une humiliation pour la ville. Et c'est pas du tout un sacrifice qu'ils ont fait ou quoi que ce soit. Ça a été héroïsé alors que ça ne devrait pas. Mais c'est beau, puisque c'est beau, c'est français. Tout ça va permettre de bouter finalement l'anglais hors de France. Donc en 1453, c'est la bataille de Catillon, mais pas Catillon en Normandie, Catillon dans le sud, qui maintenant s'appelle Catillon-la-Bataille, c'est flex. La guerre est définitivement enterrée par le traité de Picquigny en 1475. La guerre de 100 ans a aussi pas mal de conséquences. C'est un long conflit, ça fait intervenir des acteurs puissants en Europe, la France qui a le plus de population. À ce moment-là, c'est comme ça qu'on rank un peu les pays stylax. Et justement, démographiquement, c'est une misère. La peste noire est passée par là, elle fume vraiment la moitié de la population en France. À l'échelle de l'Europe, c'est une horreur aussi. C'est la grande peste, El Famoso. Donc la noblesse a perdu beaucoup de ses personnages. Il y en a plein qui sont morts à Azincourt, à Poitiers. En France, c'est un désastre. Et justement, la noblesse, elle s'est ridiculisée. C'est mauvais! Parce qu'elle est morte, qu'elle a utilisé de la mauvaise tactique, elle a été à la base d'une guerre civile. Donc ça va pas. Et donc elle a pris trop la confiance et maintenant c'est les bourgeois qui interviennent beaucoup plus et le plus grand des personnages, le roi, qui va réussir à consolider son pouvoir donc en opposition avec la noblesse qui avait quand même une large part. Et tout ça, ça permet d'arriver éventuellement à une monarchie absolue, une monarchie de droit divin. Bisous les zouzous, les zouzoupettes.